à la suivante. Donc, en fait, j'ai essayé de répondre d'abord à la question, parce que vous avez pas mal de questions sur la classification TNM, sur les récepteurs hormonaux, les signatures génomiques. Donc, j'ai essayé de regrouper ça sur ce qu'on appelle les paramètres nécessaires à la caractérisation des cancers du sein pour leur prise en charge thérapeutique. Suivante. Donc, je pense que vous savez tous ce qu'est la classification TNM. C'est vieux comme le monde ou presque. J'ose même pas dire que ça existe depuis mon année de naissance. C'est un langage qui est commun à tout le monde, dans le monde entier, pour la définition du pronostic et du traitement. C'est valable pour tous les types de tumeurs. Et pour le cancer du sein, ça existe depuis 1959. Donc, le TNM reste quelque chose d'extrêmement… Bonjour Aurélie, si tu veux rajouter des choses, tu m'interromps. Le TNM existe donc pour le cancer du sein, mais aujourd'hui, ça reste quelque chose de très important à connaître parce que ça reste des facteurs pronostiques forts et des facteurs également de décision de traitement, mais ça doit être modulé par toute la biologie des tumeurs et par ce qu'il y a de plus récent, que sont les signatures génomiques, que sont Oncotype, EndoPredict, MammaPrint et d'autres. On verra ça plus tard. La suivante. Alors, la taille tumorale, quand c'est cliniquement la consultation d'une dame qui vient avec une boule dans le sein, c'est le T. Ensuite, il y a une évaluation qui est post-opératoire sur la pièce chirurgicale, qui est nommée petit p grand T quand la chirurgie est le premier traitement. Et quand il y a d'abord de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie avant la chirurgie, qui a donc un traitement néo-adjuvant, on note ça y, petit p, grand T. Une des questions que vous aviez posées et qui est pleine de bon sens, quand il y a plein de tumeurs, en fait, qu'est-ce qui va déterminer le petit p ou le y petit p grand T? C'est la taille du plus gros nodule. C'est-à-dire que si vous avez 10 nodules de 5 mm, ça sera le 5 mm une seule fois qui comptera. Donc, ça sera un petit p T1B. C'est vraiment la taille du plus grand nodule et on ne fait pas la somme des tailles des multiples nodules. On a pu montrer que sur un facteur pronostic, il vaut mieux avoir 10 petits nodules de 5 mm qu'un gros nodule de 5 cm. Donc, c'est vraiment la taille du plus grand nodule qui détermine le petit p T ou le Y petit p grand T. Diapositive suivante. Donc là, c'est le rappel que vous connaissez de cette classification TNM. Je n'ai pas pris la dernière qui prend en compte la biologie moléculaire parce qu'en fait, en pratique, on ne l'utilise pas encore trop. Donc, c'est celle-là avec laquelle vous travaillez en ce moment sur les fiches de RCP. Et donc, vous voyez le TX, le T0, parce que ça peut arriver, le carcinome in situ qu'on note d'une façon, et les différentes tailles de T. Diapositive suivante, toujours de taille de T, avec ce T4 où on ne regarde pas la taille, mais où on regarde l'extension soit en avant vers la paroi thoracique, soit à la paroi thoracique, le B qui est la tumeur inflammatoire et le C qui fait, ou un nodule pariétal, pardon, le carcinome inflammatoire, c'est le T4B. En fait, tout ça, c'est la classification qui, normalement, vous est donnée par les médecins dans leurs observations. Diapositive suivante. Alors, les ganglions. Les ganglions, pareil, ce n'est pas très lisible, mais je veux surligner ce qui était votre question. Je suis un petit peu abasourdie par le fait qu'il m'a été dit que vous n'aviez pas de PN1 mi dans votre menu déroulant, mais que vous n'aviez que du PN mi. Bon, il manque le 1 parce que par définition, voilà. Et il ne faut absolument pas, pour un envahissement ganglionnaire microscopique, c'est-à-dire avec
métastase inférieure à 2 mm, il ne faut pas mettre un PN1 parce que ça n'a pas la même signification pronostic, c'est-à-dire qu'une micrométastase, on considère, nous, dans le choix des traitements adjuvants, que ce n'est pas de ganglion envahi. Donc, on ne peut pas mettre PN1. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose que normalement on doit rajouter, mais là, pour tous les N, c'est si c'est un nombre de ganglions qui est évalué sur une procédure de ganglion sentinelle, on le signale en mettant le suffixe SN. Par exemple, en mettant qu'il y a 2 ganglions sentinelles envahis, on ne fait pas toujours maintenant de curage complémentaire, on met quand même, à ce moment-là, 2 ganglions, ça sera un N1A, mais on met à côté que c'est sentinelle. En mettant le suffixe SN, ce sont des informations qui sont quand même importantes à connaître et à retrouver dans les fiches RCP, parce que ces fiches RCP, dans l'idéal, devraient servir en fait de fil conducteur, et c'est aussi le but, de fil conducteur de toute l'histoire de la maladie d'une patiente. Et donc, en fait, il faut être très, très, très précis sur toutes ces classifications qui, à mon sens, doit être la première chose que l'on voit en tête de la fiche RCP. On pourra reparler après du fait que, et certaines d'entre vous savent que je râle toujours en RCP sur le fait que dans les fiches RCP, actuellement, on ne s'y retrouve plus du tout. Et je pense qu'Aurélie, tu vas me faire coucou si tu es d'accord. Tu es d'accord avec moi qu'en ce moment, c'est compliqué à lire les fiches RCP. Voilà. Diapositive suivante. Et donc, le T, on a vu le T, le N et le M. M, c'est les métastases à distance. MX, c'est qu'on ne sait pas. Par exemple, on n'a pas fait le bilan d'extension. M0, il n'y en a pas. M1, il y a des métastases. Diapositive suivante. Donc ça, c'est le bon vieux, on a vu jusqu'à présent le bon vieux TNM. Et comme je vous ai dit, il faut maintenant l'alimenter dans le rôle pronostique et dans le rôle de décision thérapeutique par des données biologiques qui vont préciser le pronostic. Le premier, c'est le grade SBR. Important, donc vous savez qu'il y a 3 grades, 1, 2 ou 3. Et pour que vous sachiez, parce que je trouve que c'est quand même toujours plus intéressant de savoir de quoi on parle et de ce qu'on met dans une fiche. En fait, ces grades sont obtenus par l'addition de 3 critères d'analyse de la tumeur. Le premier critère, c'est l'architecture. On regarde en particulier, vous savez que le sein, c'est un organe, ce sont des glandes, un organe glandulaire. Donc, l'anatomopathologiste va regarder si dans la tumeur, on a une ébauche de glande, donc quelque chose de plutôt bien différencié ou pas. Ensuite, on va regarder la taille et la forme du noyau. Plus un noyau va être gros et un petit peu irrégulier, ça va être quelque chose d'un peu plus agressif ou au contraire. Et on va regarder le nombre de mitoses, c'est-à-dire le nombre de cellules qui sont en train de se multiplier. Et pour chacun de ces 3 critères, on les cote de 1 à 3. Par exemple, quand il y a beaucoup de mitoses dans l'analyse de la tumeur, on va donner une note 3. S'il y a un très gros noyau monstrueux, on donnera une note 3. Ensuite, donc, on obtient 3 notes que l'on additionne et on regarde le score total. Et c'est le score total qui va donner, si c'est un grade 1, qui correspond aux tumeurs les moins agressives, SBR1, un grade 3 qui correspond aux tumeurs les plus agressives, ou un grade 2 qui est intermédiaire. Et donc, vous verrez, et vous entendez certainement en RCP, que, surtout dans les grades 2, on demande en général à la personne qui présente la fiche, mais c'est grade 2, ok, mais est-ce que c'est un 2, 2, 3 ? Est-ce que c'est un 3, 2 ? Parce que nous, et pour ce qu'on va voir après, ce qu'on regarde aussi dans un grade 2, c'est le nombre de mitoses, et un grade 2 avec plein de mitoses, voilà, ça sera un argument, par exemple, pour une chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que vous entendrez et que des fois, c'est bien de noter ça, de dire SBR2 et de mettre dans les comptes rendus ANAPAT, normalement, vous devez le trouver, les notes, en fait, du grade 2. Diapositive suivante. Ce qu'on regarde également pour préciser le pronostic et le traitement, c'est le KI 67.
C'est donc là aussi quelque chose qui… Parce que les mitoses du SBR, comment est-ce qu'on les compte? Eh ben, l'anatomopathologie, sous le microscope, il va compter dans un champ, c'est-à-dire dans un champ, c'est voilà, une certaine quantité de tumeurs qu'il observe, le nombre de mitoses qu'il voit, et il va faire ça, et comme ça, il va intervenir. Donc, c'est un petit peu, on va dire, artisanal. Donc, on essaye de préciser ça par ce qu'on appelle le KI67, on fait une coloration spéciale qui permet de voir, en fait, le nombre de cellules qui sont en train de se diviser en prolifération. Et donc, on définit un seuil à partir duquel on estime que la tumeur est un peu agressive et un peu proliférante. Alors, le problème, c'est que tous les pays n'ont pas le même seuil. Par exemple, en France, la limite, en France et globalement en Europe, la limite est fixée à 20%. Aux États-Unis, c'est 15%. Bon, vous, il faut retenir, en France, c'est 20%. Mais voilà, déjà, problème du KI67, c'est pas comme le TMM, un langage universel. Et surtout, c'est très difficilement reproductible. Il y a toujours des contrôles de qualité dans les laboratoires d'anatomopathologie. Et en fait, on s'aperçoit que la même tumeur, ben, le KI67, le pourcentage, il ne sera pas forcément le même si c'est deux anapathes différents qui le lisent. Donc, voilà, ça donne un argument, mais ce n'est pas un argument massu. On ne peut pas dire, ouais, au-dessus de 20%, c'est comme ça. Enfin, voilà, c'est un argument supplémentaire dans un faisceau d'arguments pour aller vers un traitement ou un autre. Donc justement, on a besoin d'autres arguments. Diapositive suivante. Les autres arguments, c'est, et ce qui est très important de savoir, ce sont les récepteurs hormonaux. On cherche systématiquement les récepteurs aux estrogènes et les récepteurs à la progestérone. Et maintenant, on demande très facilement dans les cancers du sein qui n'ont ni récepteurs aux estrogènes, ni récepteurs à la progestérone, on demande s'il y a des récepteurs aux androgènes, parce que c'est une possibilité thérapeutique éventuelle pour ces cancers. Les récepteurs, quels qu'ils soient, sont dits positifs quand ils sont présents sur plus de 10% des cellules tumorales. Alors là, encore une fois, c'est la France globalement et une bonne partie de l'Europe. Aux États-Unis, par exemple, le seuil de positivité, c'est 1%. Et donc, c'est toujours important dans une fiche de RCP de préciser ce seuil de positivité et pas seulement de dire récepteur positif, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'essais cliniques auxquels on essaye de faire participer les patientes parce que c'est très important, qui prennent comme seuil de positivité le 1% et pas le 10%. Donc, c'est extrêmement important d'avoir le pourcentage exact sur la fiche de RCP. Et c'est important aussi d'avoir l'intensité du marquage. Et vous savez, il y a toujours marqué, par exemple, récepteur aux estrogènes positif 80%, intensité forte, ou quelquefois 60%, intensité modérée ou faible. Et ça, ce sont des renseignements dont il est important de connaître la précision la plus extrême. Alors, juste pour que vous sachiez, les récepteurs hormonaux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme une serrure dans laquelle l'hormone correspondante, c'est comme la clé qui va rentrer dans cette serrure quand elle trouve son récepteur. Et elle va du coup, l'hormone, quand elle rentre dans son récepteur comme une clé, elle va ouvrir en fait un mécanisme, c'est-à-dire des messages qui vont être donnés à la cellule pour se multiplier. Et donc, si on bloque le récepteur, c'est-à-dire si on empêche la rencontre entre le récepteur et son hormone correspondante, eh bien, on va bloquer ou au moins ralentir la prolifération des cellules. Donc, du coup, voilà, les récepteurs hormonaux, c'est très important pour le pronostic parce que les patientes qui ont des récepteurs hormonaux positifs ont un meilleur pronostic et en plus, elles ont une possibilité de traitement qui est l'hormonothérapie, qui peut être soit seule, soit en plus de la chimiothérapie. Diapositive suivante. Alors, tous ces facteurs biologiques qui sont déjà anciens permettent de déterminer
des sous-types de cancer du sein, et il y avait donc une question de où est-ce qu'on doit mettre ce sous-type. Et là, il faudra qu'on en discute parce que j'avoue que j'ai une vision vraiment pas bonne, et c'est de ma faute, hein, et j'ai pas eu le temps d'aller voir. Je suis en train de regarder vos questions, de ce que je me remets sur vos questions que je n'ai plus. Ben, c'est pas grave, on reviendra après sur les questions. En fait, ce caractère luminal ou pas luminal, c'est important, toujours avec l'idée que la fiche du RCP, c'est un peu le fil conducteur de la maladie de la patiente, que ça apparaisse dans le résumé biologique de la maladie. Donc, vous avez des cancers de type luminal. Ce sont tous les cancers qui sont RH. Ah, j'ai oublié du coup, mais je ne vous ai pas parlé de l'HER2. Je suis complètement désolée, j'ai fait ça un peu à l'arrache hier soir. Donc là, je vais le faire sans diapo et on revient sur le type luminal. Vous savez aussi qu'on recherche, et je vous ferai une diapo que je vous passerai après, qu'on recherche sur les cellules de cancer du sein l'existence ou pas de récepteurs à l'HER2, voilà, et que de façon très grossière, on va dire qu'il y a un HER2 ou qu'il n'y en a pas. Avoir un HER2, ça veut dire que soit il est coté 3+ sur le premier examen simple d'anatomopathologie, soit il a été coté 2+, et on a fait un examen complémentaire par ce qu'on appelle un FISH ou un DISH, et on dit qu'il est 2+ amplifié, et donc les 2+ amplifiés et les 3+ sont dits HER2 positifs. Les autres, HER2 moins. On s'est longtemps contenté de dire comme ça HER2+ ou HER2 moins. Maintenant, c'est totalement insuffisant. Il faut, dans chaque compte-rendu ANAPAT et donc sur la fiche de RCP, qu'apparaisse si c'est un HER2 score 0, HER2 score 1+, HER2 score 2+ non amplifié, HER2 score 2+ amplifié ou HER2 score 3+. Pourquoi il est important que cela apparaisse? Parce que avant, c'était binaire et simpliste, puisqu'on ne disposait que de médicaments dits anti-HER2 que pour les HER2 positifs, donc c'est-à-dire score 2+ amplifié ou 3+, et c'était ces médicaments que sont le trastuzumab, le pertuzumab, le TDM1. Mais maintenant apparaissent de nouveaux médicaments, de nouveaux anticorps conjugués comme le trastuzumab deruxtecan, que dans un avenir proche, on va pouvoir donner aux patientes qui ont un HER2 1+ ou 2+ non amplifié. Donc, il faut prévoir ça, et il faut déjà donc que dans les fiches de RCP apparaissent vraiment que c'est un HER2. Qu'est-ce que c'est? 1+, 2+, 2+ non amplifié ou 2+ amplifié ou 3+. Voilà, je suis désolée, ça aurait été mieux avec une diapo, mais je vous ferai une diapo de rattrapage pour que vous puissiez la voir après. Donc, quand on a regardé le SBR, le Ki67, les récepteurs hormonaux et l'HER2, on peut classer le cancer du sein. Il y a donc des cancers du sein de type luminal, ce sont tous les cancers qui présentent des récepteurs hormonaux et qui sont HER2-, donc qui sont HER2 score 0, 1+ ou 2+ non amplifiés. Dans ces luminales, vous avez deux sous-types qui sont les luminales A, qui vont être des récepteurs fortement positifs, et en particulier pour être classés en luminal A, il faut que les récepteurs à la progestérone soient supérieurs à 20%. Si vous avez par exemple un récepteur aux estrogènes à 100% et un récepteur à la progestérone à 10%, ça ne sera pas un luminal A, ça sera un luminal B. Donc voilà, c'est pour ça d'où l'intérêt de la précision de ce que l'on met. Et il faut pour le luminal A, en plus d'avoir ces récepteurs hormonaux fortement positifs, il faut que le Ki67 soit inférieur à ce cutoff de 20%, et il faut que ce soit un SBR 1 ou 2. Les autres cancers RH+ HER2- sont luminal B, donc en miroir, c'est des récepteurs faiblement positifs, en particulier quand la progestérone est inférieure à 20%, et ou un Ki67 supérieur à 20%. Exemple, une tumeur avec RE 100%,
RP 100%, mais KI 67 30%, ce sera un luminal B. Et on va voir tout à l'heure que c'est important de connaître ça pour le déclenchement ou pas d'examen, enfin de recherche moléculaire complémentaire ou de traitement. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les HER2-like. C'est tous les cancers qui ont un HER2 positif, donc 2+ amplifié ou 3+, et qu'ils soient récepteurs hormonaux positifs ou négatifs. Et ensuite, vous avez les cancers basal-like, qui n'ont ni HER2, ni récepteurs aux estrogènes, ni récepteurs à la progestérone, qui peuvent avoir ou pas récepteurs à androgènes, mais on ne l'inclut pas dans cette classification. Et ce sont des cancers que dans le vocabulaire commun, on appelle très vilainement triple négatif. C'est très péjoratif dans les oreilles de patientes quand on leur dit « Madame, vous avez un cancer triple négatif ». Donc, on emploie tous malheureusement ça, mais bon, moi j'essaye en tout cas avec les patientes de ne pas employer cette terminologie-là. C'est le cancer qui a le plus mauvais pronostic. Diapositive suivante. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu là sert déjà dans un premier débrouillage à des décisions de traitement. C'est-à-dire que, sans faire de recherche complémentaire, on peut déjà dire là qu'il y a obligatoirement une chimiothérapie pour tous les cancers qui expriment HER2 ou qui sont triple négatifs dès que la tumeur a plus de 5 mm, et également pour tous les cancers, quelle que soit leur taille tumorale, qui ont plus de 3 ganglions envahis. Donc, vous voyez déjà, avec simplement ce qui est sur le premier compte-rendu ANAPAT, on peut faire cette décision-là. De la même façon, on peut décider d'emblée, sans faire de recherche complémentaire, qu'il n'y a besoin que d'hormonothérapie pour tous les cancers de type luminal A sans envahissement ganglionnaire. Et après, il y a tout le reste qui fait quand même la majorité en nombre des cancers. Tout le reste, c'est quoi? C'est les luminal A avec 1 à 3 ganglions envahis, les luminal B N- ou de moins de 4 ganglions envahis. Et là, on va s'aider de ces fameuses signatures génomiques que vous nous voyez demander en RCP et exploiter après, quelquefois, dans une RCP suivante. Diapositive suivante. Donc, les signatures génomiques, il y en a 5 actuellement, grosso modo. Il y a l'Oncotype, l'EndoPredict, le MammaPrint, le Breast Cancer Index et le PAM50. Que sont ces signatures génomiques? Ce sont des signatures qui évaluent l'expression de certains gènes connus pour être impliqués dans le développement et la prolifération d'une tumeur, et on les évalue sur un échantillon de tumeur. Qui dit gène ne veut pas dire quelque chose de transmissible à la descendance, c'est simplement au niveau de la cellule tumorale des modifications qui se sont faites et qui rendent la cellule, une cellule de sein normale, devenir cellule cancéreuse. Et c'est ça que l'on recherche avec différentes techniques. En Bretagne, à ma connaissance, on utilise essentiellement l'Oncotype et l'EndoPredict. Vous avez certains centres en France qui utilisent aussi le MammaPrint. Je pense que les deux autres ne sont pas utilisés en routine en France. Diapositive suivante. Alors, l'Oncotype, il étudie 21 gènes. C'est le seul avec le MammaPrint qui a été validé par des essais cliniques prospectifs randomisés. Et c'est cette validation-là qui donne le plus haut niveau de preuve de la validité de la signature. Vous savez, pour un médicament, comme en fait, dans médecine, en cancérologie en particulier, mais en médecine, on ne peut pas dire qu'on a l'impression que quelque chose est bien. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment valider par un essai randomisé. Par exemple, pour l'Oncotype, on a participé, nous, aux 2 essais où on randomisait les femmes en fonction du résultat de leur test en chimio ou pas, et on a vu les résultats. Donc, justement, les 2 études pour l'Oncotype, c'est l'étude Taylor-X pour les patientes N- et l'étude RX-Ponder pour les patientes N+. Diapositive suivante. Et donc, le résultat de ces 2 études, je vous le résume sur cette diapositive. Pour toutes les patientes non ménopausées et ou d'un âge inférieur à 50 ans, c'est-à-dire que si vous êtes 48 ans ménopausée, vous serez considéré quand même dans cette catégorie-là de patientes.
Si les patientes qui sont RH, on a vu que ça ne concerne que les patientes qui présentent des récepteurs hormonaux et qui n'ont pas d'HER2, c'est-à-dire les cancers lumineux. Si ces patientes sont N-, on peut leur demander un oncotype, on va regarder le résultat et elles n'auront pas de chimio si leur oncotype est inférieur à 16. L'oncotype va de 0 à 100. Si elles sont N+, de toute façon, c'est même pas la peine de leur demander d'oncotype. Une patiente jeune qui présente un envahissement ganglionnaire qui n'est pas une micrométastase a une indication de chimiothérapie. Maintenant, pour les patientes ménopausées et plus de 50 ans, c'est très très simple avec maintenant le résultat de Responder. Il n'y a pas de chimiothérapie si l'oncotype est inférieur à 25, et ça pour toutes les patientes N- ou les 1 à 3 N+. Au-dessus de 3 ganglions envahis, il y a une chimiothérapie. Donc voilà, c'est important d'avoir. Et c'est comme ça que se présente diapositive suivante, le résultat d'un oncotype. Je vous ai donné 2 vrais exemples. Donc à gauche de la diapositive, c'est en fait que je regarde laquelle, c'est une jeune femme de moins de 50 ans qui avait donc une tumeur luminale, qui n'avait pas d'envahissement ganglionnaire, mais qui était de mémoire un SBR2 avec un KI67 à 30 ou 40%, à qui on a fait un oncotype et qui se retrouve avec 7, on adore, j'aime un peu moins quand c'est, voilà, et donc à qui on a dit pas de chimiothérapie. Avant l'oncotype, on aurait très clairement fait une chimiothérapie à cette patiente-là. À droite, vous avez une patiente que je vois tout à l'heure en consultation, qui est ménopausée, qui n'avait pas d'envahissement ganglionnaire, qui avait un KI67 qui n'était pas élevé, qui était à 22 ou 23%, qui a des récepteurs estrogènes très positifs, mais des récepteurs progestérone qui étaient à 4 ou 5%, et elle a un oncotype à 27, donc elle va avoir une chimiothérapie. Diapositive suivante, il y a le test EndoPredict, donc qui est utilisé par d'autres équipes. Donc il étudie 11 gènes. Il n'y a pas eu d'essai randomisé pour ce test. C'est des études rétrospectives sur beaucoup de patientes, mais le niveau de preuve est moindre. Vous savez, on classe avec des niveaux de preuve. Son score va de 0 à 15, c'est ce qu'on appelle l'EndoPredict score. Et les résultats sont rendus sous forme d'un score clinique, qui est l'EndoPredict Clean Score, qui va combiner l'EndoPredict score biologique et des paramètres cliniques que sont le T et le N. Diapositive suivante, les résultats se présentent comme ça. Donc, vous avez en haut de la diapositive le score biologique. Et donc, vous voyez sur cet exemple-là, le score biologique est juste du côté, enfin moi j'ai toujours du mal avec les trucs blanc-noir, mais bon, est juste du mauvais côté, c'est-à-dire avec une tumeur, un score EP qui est juste supérieur à 5. À ce score biologique, on rajoute des paramètres cliniques et on voit que c'était une toute petite tumeur, puisque c'était une tumeur inférieure à 1 cm, avec des récepteurs négatifs. Là, il y a une modélisation mathématique avec des coefficients qui sont affectés à tous ces facteurs-là, et on arrive au score EP clean, qui est un score avec un risque faible, puisqu'il est à 2,4 et qu'on est en risque élevé à 3,33. Donc, par exemple, à 3,4, on vous fait une chimio, à 3,2, on n'en fait pas. Bon, c'est complexe comme... Mais c'est vrai aussi pour l'oncotype, à 26, on fera une chimio, et à 24, on n'en fera pas. Et on raisonne tous en théorie comme ça, sauf que fort heureusement, on reste des médecins avec un tout petit peu de bon sens et que dans ces cas limites, on réfléchit un peu plus. J'ai quasiment fini, Aurélie. Diapositive suivante. On nous avait demandé la notion de poussée évolutive. Alors ça, c'est très franco-français, la PEV. Donc, il y a trois niveaux de poussée évolutive. La PEV1, c'est une tumeur qui a doublé de volume en moins de 6 mois. Donc, la patiente
ou qui vous dit, ou vous avez une imagerie d'une tumeur qui fait 1 centimètre, qui fait 2 centimètres 6 mois après. PEV2, c'est les signes inflammatoires sur une partie du sein, donc c'est un T4, comme on a vu dans le TNM. Et la PEV3, c'est la mastite carcinomateuse, c'est tout le sein qui est inflammatoire. Donc, personnellement, je n'emploie plus cette notion de PEV qui n'est employée nulle part ailleurs qu'en France. Je ne sais pas ce que toi tu fais, Aurélie, mais moi, je ne l'utilise plus. Donc, je m'en fiche si ça n'apparaît pas dans la fiche de RCP. Diapositive suivante. Les mutations somatiques et germinales, on m'avait demandé d'expliquer ce que c'était. Les mutations germinales, c'est les mutations que l'on porte sur nos gamètes, les spermatozoïdes pour les hommes, les ovules pour les femmes. On les a sur les gamètes et on les a dans tout notre organisme. Mais comme on les a sur nos gamètes, si on est porteur d'une mutation, on a, pour la majorité des mutations, en tout cas en cancérologie, un risque sur 2 de le transmettre aux enfants. Et donc, c'est par exemple le cas de la mutation BRCA germinale, qui est un facteur de risque de cancer du sein et de l'ovaire. Donc, quand c'est la mutation germinale, elle sera présente dans toutes les cellules de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire ou des deux, et dans toutes les autres cellules de la patiente porteuse de cette mutation. Donc, par exemple, on la trouvera aussi dans la tumeur de la patiente. Et les enfants risquent, et donc on fait le dépistage dans toute la famille. Diapositive suivante. Les mutations somatiques ne sont pas du tout des mutations transmissibles à la descendance. Ce sont des mutations qui sont acquises par les cellules tumorales ou par l'individu après la conception. Donc, elles sont présentes que dans certaines cellules de l'individu. Elles ne sont pas transmissibles à la descendance. Et par exemple, on peut trouver des mutations BRCA dans les cellules tumorales de cancer de l'ovaire, mais ça ne voudra pas forcément dire qu'il y aura une mutation germinale à côté. Diapositive suivante. Donc, en fait, maintenant, chercher une mutation germinale, on le fait quand il y a des antécédents familiaux, les cancers du sein triple négatif des femmes moins de 50 ans, on le fait aussi dans un certain nombre de cancers de l'ovaire. Mais par exemple, dans les cancers de l'ovaire, il est très, très important de savoir rapidement si la tumeur est porteuse ou pas de cette mutation, puisque ça va conditionner tout le traitement. Donc maintenant, ce que l'on fait, parce que ça va beaucoup plus vite de chercher une mutation dans un bout de tumeur que dans une prise de sang d'un individu, eh bien, par exemple, une femme arrive avec un cancer de l'ovaire, elle a une célioscopie qu'Aurélie fait. Aurélie, elle va envoyer un bout de tumeur tout de suite, à son anapathe, avec la demande d'une recherche de mutation BRCA qui va être envoyée. Alors, je ne sais pas, vous, ça part aussi à Rennes, je suppose. Voilà. Et on a comme ça le retour de oui, non, il y a une mutation au niveau de la tumeur ovarienne. Par contre, si on trouve une mutation au niveau de la tumeur, qu'elle soit ovarienne ou cancer du sein, on avertit d'ailleurs toutes les patientes avant, elles auront une consultation d'oncogénétique pour voir si cette mutation n'existe que dans la tumeur et donc somatique, ou si elle est présente chez tout l'individu et alors la mutation est germinale et ça déclenche ensuite des enquêtes familiales. J'espère que j'ai été claire. Diapositive suivante, et là j'en ai terminé. On nous avait demandé de faire le point sur les tumeurs malignes rares, gynécologiques et ovariennes. Donc voilà, ce sont les tumeurs qui touchent les organes génitaux, ovaires, trompe, utérus, vagin. Elles doivent être distinguées des formes communes comme les séreux de haut grade pour l'ovaire, etc., parce qu'elles nécessitent des traitements spécifiques. Et là, j'insiste, elles doivent être systématiquement déclarées à l'Observatoire des tumeurs rares gynécologiques, parce que cet observatoire collige en France tous les cas de tumeurs rares, et ça permet déjà, il y a des relectures, et ça permet, quand il y a plein de cas, on voit comment ça évolue et on peut émettre des recommandations pour leur prise en charge. Quand vous voyez une tumeur rare par an, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. L'Observatoire fait le travail pour vous en récupérant tous les cas de tumeurs rares dans toute la France, voit comment ça évolue et peut dire ce qu'il faut faire. Diapositive suivante. Que sont ces tumeurs rares? C'est toutes les tumeurs des cordons sexuels, les tumeurs germinales, les adénocarcinomes à cellules claires, les mucineux de l'ovaire, toutes les tumeurs borderline,
les carcinomes à petites cellules, des carcinomes, sarcomes ovariens et utérins et les tumeurs séreuses de bas grade. Quand il y a une histologie comme ça, vous avez même le droit de rappeler en RCP qu'il faut le faire à l'Observatoire des tumeurs rares parce que comme c'est casse-pied à faire, je pense que certains nombres s'affranchissent de le faire. Mais il faut absolument le faire. En fait, on le déclare. Et ensuite, si on fait bien son boulot, on donne des nouvelles à l'Observatoire à chaque fois qu'on revoit la patiente pour dire ce qu'elle a reçu et comment elle évolue. J'en ai terminé. Merci beaucoup. On passe peut-être à la présentation de Docteur Derrien et puis on fera les questions après, si ça vous va comme ça. Normalement. Très bien. Super. Vous avez normalement la main pour partager votre écran si vous... Bonjour à tous et toutes. Je suis désolée déjà, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai raté le début du diaporama du docteur Simon. Donc moi, je me suis concentrée sur les questions qui me restaient à traiter par rapport à vos demandes. Hop, je vais me mettre en partage d'écran. Normalement, vous devriez voir mon diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Ouais, super. Très bien. Donc, en gros, je ne suis pas forcément rentrée dans les détails. Je suis restée assez terre à terre par rapport à vos questions pour essayer d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais ce n'est pas assez précis ou si vous avez besoin d'éléments un peu complémentaires. Alors, il y avait une de vos questions qui s'intéressait surtout par rapport aux annexes. La question, c'était qu'est-ce qu'on met dans les annexes? Donc, je pense qu'en effet, ce n'est pas évident de comprendre ce qu'on entend, nous, par annexe. Ce qu'on entend par annexe, c'est la trompe de l'utérus. Et c'est l'ovaire qui est associé. Donc en fait, sur ce schéma, vous avez une coupe des organes génitaux chez la femme avec la vulve à l'extérieur, le vagin, le col de l'utérus, la trompe et l'ovaire. Et donc rien que sur ce schéma-là, on voit déjà qu'on peut avoir plusieurs localisations de cancer, vulvaire, vaginal, le col de l'utérus, l'endomètre, qui est le tissu qui est à l'intérieur de la cavité utérine, l'utérus en lui-même, le cancer de l'utérus, donc c'est quelque chose qui est l'endomètre. Et après, on peut avoir la trompe et l'ovaire. Et on met de façon assez globale l'annexe, enfin l'ovaire et la trompe dans l'annexe. Après, on fait la distinction par rapport au type de cancer qu'on peut avoir, mais au niveau anatomique, quand on dit annexe, ça veut dire trompe et ovaire. Ça, c'est pour vous montrer sur une vue de profil. C'est pour expliquer un petit peu après ce qu'est la carcinose péritonéale aussi. Donc là, vous voyez que l'utérus, en fait, est compris entre la vessie en avant et l'intestin en arrière, et que la trompe et l'ovaire, eux, sont libres dans la cavité abdominale, donc ils sont au contact, en fait, des intestins. Ça, c'est pour vous montrer, nous, quand on opère, ce qu'on voit dans l'intérieur du ventre. Donc là, vous voyez un utérus. On regarde, en fait, le bas du ventre. Donc on voit l'utérus, et puis on va avoir les trompes et les ovaires en blanc, là, que vous voyez de chaque côté, qui, là, ont un aspect normaux de chaque côté. Je reviendrai un peu après sur la carcinose péritonéale. Je reviens sur le sein. Ça va pour l'instant pour vous? C'est clair par rapport à l'annexe? Ok. Donc pour le sein, vous posez la question des localisations des tumeurs, parce qu'on décrit à chaque fois, et ça c'est inscrit normalement sur nos descriptions cliniques et aussi au niveau des mammographies, échographies que vous pouvez avoir, dans quel cadran, à quel endroit se situent les tumeurs dans le sein. Et donc ce schéma vous montre qu'on va répartir les zones en 4 cadrans qui sont séparés, donc au milieu avec le mamelon, ce qu'on appelle la plaque aréolo-mamelonnaire, c'est la PAM. Ce qui fait que quand on enlève la plaque aréolo-mamelonnaire, ce qu'on appelle une pamectomie, vous allez avoir les cadrans supérieurs, donc le cadran supéro-interne, le cadran supéro-externe, et en cadran inférieur, ensuite le cadran inféro-externe, le cadran inféro-interne. La question pour vous, c'était comment on fait quand on est à l'union des cadrans? Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de description dans les fiches de RCP pour l'union des cadrans, donc je pense que oui, le mieux, dans ce cas-là, c'est de préciser en remarque si c'est une union des cadrans. Je pense que c'est plus simple. Parce qu'après, ça fait beaucoup aussi de localisation anatomique si on doit tout préciser. Vous aviez une question par rapport à l'histologie, la différence entre les lobulaires, les in situ, les lobulaires et les canalaires. Alors, je ne sais pas si Hélène, tu as abordé ça déjà dans ton diaporama ou pas au début? Pas forcément? Non? Ok. Donc, non, je t'ai laissé ça, je n'ai ouais. pas du tout abordé. Hein. Ouais, très bien. Donc, l'in situ, c'est ce qu'on appelle, nous, ce qu'on va présenter aux femmes en expliquant que c'est du pré-cancer. C'est-à-dire qu'on a des anomalies au niveau des cellules normales du sein, donc elles sont devenues anormales, parce qu'il y a des anomalies qui ont eu lieu dans ces cellules-là. Mais c'est quelque chose qui va rester très limité.
c'est-à-dire que c'est dans l'épaisseur du tissu, ça va rester dans l'épaisseur du tissu. Ça ne franchira pas ce qu'on appelle la membrane basale, qui va être la frontière du tissu en question. Donc, ça veut dire que du coup, il n'y a pas de risque de métastase. Donc, il n'y a pas de risque que les cellules elles partent ailleurs dans le corps pour faire des métastases. Et c'est quelque chose qui n'infiltre pas. Par contre, on pense que ça peut soit favoriser, soit évoluer vers un cancer infiltrant. Donc, à partir du moment où il y a un passage de la membrane basale, là, on parle d'infiltrant, en fait. Par contre, l'in situ peut revenir au même endroit, c'est la récidive locale, et puis il peut cacher un peu l'iceberg, c'est-à-dire qu'on peut avoir à côté de l'infiltrant du cancer associé. Donc, c'est pour ça aussi que bien souvent, nous, les in situ, notamment dans le sein ou ailleurs, on les opère pour déjà les enlever, éviter que ça puisse dégénérer, et puis parce qu'il peut y avoir un cancer associé, tout simplement. Donc, l'infiltrant, vous voyez, on a une membrane basale qui est franchie, il y a un risque de métastase, du coup, parce que les cellules peuvent partir ailleurs dans l'organisme pour se localiser à un autre endroit. Il peut y avoir un risque de récidive locale ou à distance. Donc, à distance, ça veut dire que ça peut être ailleurs dans le corps. Après, on parle aussi parfois de récidive à distance dans le temps, c'est-à-dire que ça peut revenir plus tard. Et puis, vous avez souvent une forme d'in situ qui est associée aussi au carcinome infiltrant. Alors, ce petit schéma vous explique un petit peu mieux, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a un tissu normal, donc avec des cellules normales, et vous avez une membrane, la membrane basale, qui limite le tissu. Sur l'in situ, donc, vous avez des cellules anormales qui se développent dans le tissu sain, mais qui ne franchissent pas la membrane basale. Et pour le cancer invasif, on va avoir donc un franchissement de la membrane basale, et du coup un risque que les cellules partent dans la vascularisation ou dans les lymphatiques, pour aller ensuite inséminer un autre endroit dans le corps et faire des métastases. Alors, par rapport à la différence entre lobulaire et canalaire, pour les cancers du sein, donc c'est vrai que ce sont les plus fréquents. Donc, le plus fréquent, c'est le canalaire, ça va même jusqu'à 85% des cas. Et ensuite, en deuxième place, on va avoir le lobulaire. Après, il y a d'autres formes qui existent que vous pouvez voir de temps en temps, les papillaires, les médulaires, les tubuleux, mais qui sont clairement moins fréquents. Ça tient à quoi? Ça tient à l'endroit, au type de cellules qui présentent des anomalies. C'est-à-dire que si on reprend la formation du sein, dans le sein, vous allez avoir des lobules. On va dire en gros que c'est les endroits qui vont produire le lait, parce que le sein a pour but de pouvoir permettre la lactation. Donc les lobules vont produire le lait, et les canaux vont drainer le lait vers l'extérieur, vers le mamelon. Et donc le plus souvent, ce qu'on va avoir, c'est une atteinte des canaux, c'est-à-dire des cellules qui forment les canaux qui deviennent anormales, qui donnent des carcinomes canalaires. Et vous pouvez avoir sinon une anomalie qui se crée au niveau des lobules, ce qu'on appelle le carcinome lobulaire infiltrant. Donc, ils sont assez différents parce que bien souvent, le lobulaire, lui, il peut y avoir plusieurs localisations. Et c'est pour ça qu'on demandera plus facilement une IRM mammaire dans le cas des carcinomes lobulaires. Votre question, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on a deux histologies différentes? Une même patiente qui présente deux tumeurs différentes, deux histologies différentes, laquelle on cote en premier? Par rapport à ça, c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée moi aussi par rapport à cette question, mais je pense que d'après, comme disait Hélène tout à l'heure, ce qui me semble le plus logique, c'est de coter la lésion la plus importante en taille et de la considérer comme la principale, et puis ensuite deuxième. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on fait deux fiches de RCP? Non, on les décrit sur la même fiche de RCP, mais on va prendre en principal donc, la tumeur la plus importante, et puis par contre, il faut bien préciser qu'on a deux associations de cancers différents dans le sein. Ça vous va comme réponse ou pas? Est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez savoir? Oui, je pense. Ok. Très bien. Par rapport à la carcinose péritonéale, donc oui. Au niveau, quand il y a deux tumeurs différentes, il faut faire deux localisations différentes sur la fiche? Qu'est-ce que tu en penses, Hélène? Pour moi, je pense que je ne pas sûr que ce soit nécessaire. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si c'est un lobulaire et un canalaire, il faut préciser qu'il y a les deux contingents. En général, souvent, ils ont quand même la même biologie à côté, RH+, HER2. Voilà. Après, je pense que le problème serait très différent si on avait une tumeur triple négative et une tumeur, voilà. Là, ce serait franchement deux choses différentes. Mais pour l'exemple là que tu traitais, Aurélie, d'un canalaire et d'un lobulaire, on fait qu'une localisation, enfin, et on prend, comme tu as dit, la tumeur la plus importante. Et alors, si c'est deux canalaires, mais que les RH et l'HER2 est différent. Alors, ça c'est là, ça fait deux. Alors, je ne sais pas ce qu'Aurélie en pense, mais là, pour le coup, ça fait deux cancers totalement différents.
Donc, il faut faire deux localisations. Oui, là, parce que sur vos fiches, vous avez la possibilité de faire 2 localisations. Et alors, pour renseigner le TNM, alors? Alors là, je pense qu'il faut TNM rester. sur les 2 localisations? Je pense qu'à ce moment-là, parce que ça aura un impact sur le traitement, je ne sais pas ce qu'en pense Aurélie, si c'est 2 biologies totalement différentes, il faut faire un TNM pour les 2. Ouais. Parce que sur la NAPAT, il n'y en a qu'un, en conclusion. Alors qu'il y a 2 localisations. Pas forcément. Si vous avez vraiment, c'est quand même excessivement rare que coexistent dans le même sein au même moment, par exemple un triple négatif et un récepteur hormonaux. Et je pense en tout cas que chez nous, notre AMAPAT à Brest, le coterait en donnant 2 TNM. Enfin, en tout cas 2 T. Après, pour les N, c'est un autre paire de manches, il y en a, et il faut voir l'histologie dans les ganglions. Mais en tout cas, notre AMAPAT donnerait 2 T. Moi, je suis le docteur Bruce Potoki là, du CRCDC. Vous m'entendez? Oui, oui. Dans les registres des cancers, quand ils notent les 2 localisations, mais il y en a une seule qui est prise pour servir de référence. En fait, ils ont un algorithme de hiérarchisation en fonction il y a tout un tas de critères qui jouent et ils prennent celui qui est considéré comme le plus péjoratif par rapport à cet algorithme. Alors, je me souviens plus de tous les détails, mais il y a des histologies qui priment. C'est pas le T, hein, c'est pas le T qui est prioritaire, c'est le N. Non. Oui, mais oui, ok, mais je serais curieuse de voir l'algorithme parce que, par exemple, hiérarchiser en termes de gravité un triple négatif de 8 mm et un RH+, N+, luminal B de 30 mm, N+, voilà, c'est compliqué d'hiérarchiser. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça n'entrait pas en ligne de compte, les RH et le HER2 et le KI67, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Mais l'histologie rentrait en ligne de compte, le N, bien sûr, le T, le SBR, enfin, il y avait tous les autres critères qui étaient utilisés avant. Mais voilà, c'est vrai que les récepteurs hormonaux ne rentraient pas en ligne de compte. Voilà, mais au bout du compte, c'est comme nous pour le dépistage, il y en a, quand on transmet après la caractérisation du cancer à Santé publique France, il n'y en a qu'un seul qui est transmis et il faut que ce soit le plus péjoratif. Donc, je vous souhaite bien du courage de déterminer quel est le plus péjoratif à partir du moment où on s'intéresse à la biologie. Oui, là, ça devient compliqué. Ça devient très complexe. Mais peut-être que dans les registres des cancers, ils ont actualisé ça maintenant par rapport à, je ne sais pas. Mais ouais, je ne sais pas, parce que autant, si vous voulez, comme le disait Aurélie, et je pense qu'elle est d'accord avec moi, si c'est lobulaire ou canalaire, voilà, c'est la même tumeur, ça coexiste, c'est pas… Mais s'il y a la même biologie, mais autant si vous avez, ce qui est quand même rarissime, hein, moi j'en ai pas vu beaucoup, ça fait 30 ans que je le fais, j'ai pas vu beaucoup, que coexistent au même moment dans le même sein un triple neg et un RH+, c'est quand même de l'ordre du rarissime. On verra plus ça, et ça faisait partie d'une de vos questions qu'Aurélie va traiter, après qu'on ait par exemple une récidive locale sous une biologie différente, ça c'est pas exceptionnel, mais que coexiste la même histoire, et je serais bien en peine. Pour moi, je ne peux pas en fait éteindre complètement une des 2 tumeurs si elle a 2 histologies différentes, quoi. Oui, mais au bout du compte, le but est quand même le même, c'est que vous allez quand même faire le traitement par rapport à celle qui est la plus péjorative, celle que vous… Pas du tout, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Non, pas du tout. Ah bon ? Si vous avez une triple neg et une RH+, vous allez traiter… par exemple, on fait de moins en moins de chimio pour la RH+, mais vous allez faire de la chimio pour la triple neg, et puis vous allez faire une hormonothérapie parce qu'il y a le contingent RH+. Oui, d'accord, mais vous allez faire la chimio quand même. Parce qu'il y aura le contingent triple neg. Bon, donc voilà, on peut pas comme ça, ce serait trop facile de pouvoir catégoriser ça comme ça, ça me paraît très compliqué. Et moi, je pense que c'est une perte d'information si on n'a pas dans ces cas qui sont, je répète, rarissimes, ces informations, je ne sais pas ce qu'en pense Aurélie, mais qui apparaissent toutes les 2.
Non, mais je pense comme vous, hein. Je pense qu'il faut absolument que les deux soient décrites, hein. Absolument. Ouais. C'est Je qu'au crois, voilà, bout on du est compte, oui, oui. C'est intéressant, nous, quand on a la fiche RCP, qu'on voit les deux tumeurs décrites bien distinctement, qu'elles ne Oui. soient pas mélangées. Donc, ouais, deux localisations différentes. Oui, oui, ça me paraît vraiment important. Après, celles qu'on va transmettre, on ne va pas les mélanger quand on va. Nous, on est obligé d'en transmettre qu'une quand on transmet nos données à Santé publique France. C'est ça que je veux dire. C'est que nous, d'accord. du coup, alors c'est vrai que ça complexifie tout cette histoire maintenant. Là, j'apprends des trucs depuis tout à l'heure par rapport à justement la biologie moléculaire, parce que justement l'algorithme de hiérarchisation jusque-là n'en tenait pas compte de tout ça. Donc c'est vrai que maintenant c'est compliqué et c'est d'autant plus important qu'on ait les choses bien décrites sur la fiche de RCP. Voilà, tout à fait. Bah, donc on est complètement d'accord. Oui. Oui, c'est Pascal Arène. J'avais juste une question. Quand vous parlez des tumeurs luminales, est-ce que ça peut être soit un canalaire infiltrant, soit un lobulaire? Oui. D'accord. Donc, ça ne suffit pas, nous, pour la classer quand on a une tumeur luminale, en fait. Il nous faut le… OK. Très bien. Alors, du coup, je vais continuer. Je vais partir sur les carcinoses péritonéales, parce que vous aviez des questions pour la carcinose péritonéale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour la carcinose péritonéale, c'est que ce n'est pas un cancer en lui-même, ce n'est pas un primitif, en fait. La carcinose péritonéale, c'est une description. C'est la description d'une atteinte. Donc, c'est-à-dire, alors à quoi ça correspond? En fait, la carcinose péritonéale, ça va être à l'intérieur du ventre la présence de multiples implants cancéreux qui vont être disséminés dans l'ensemble de la cavité. Ce qui fait que quand on va, nous, aller prendre en charge une patiente qui a une carcinose péritonéale, la question qu'on se pose, c'est quel est le cancer qui est responsable de cet état? Et pour savoir ça, donc, il faut qu'on fasse une biopsie, comme pour tous les cancers. Et pour faire cette biopsie-là, comme on est sur une localisation intra-abdominale, on va faire la fameuse célioscopie de stadification, pour laquelle on utilise tout un tas de scores à chaque fois, qu'on doit renseigner normalement sur notre fiche de RCP. Et donc, c'est ce que vous voyez sur les photos qui sont là sur le diaporama. Là, c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est l'exemple de tissu cancéreux qu'on peut voir sur la paroi du ventre, mais on peut le voir aussi au niveau des intestins, au niveau des ovaires, de l'utérus, etc. à l'intérieur du ventre. Et puis bien souvent, on a un peu de liquide, comme vous voyez aussi là, sur le côté, donc qui sont en fait ce qu'on appelle l'acide. Donc ces tumeurs, ces nodules tumoraux vont être responsables de la production d'un liquide à l'intérieur du ventre qu'on appelle l'acide, et qui malheureusement est souvent le mode d'entrée dans la maladie. C'est-à-dire les patients qui viennent nous voir parce qu'elles sont mal, parce qu'elles ont le ventre distendu, elles ont du liquide dans leur ventre, et elles ne se sentent pas bien, et c'est comme ça qu'on découvre cette carcinose péritonéale. Donc en gros, est-ce qu'on peut coder juste carcinose péritonéale? Non, en fait, il faut qu'on sache quel est le primitif à l'origine de la carcinose péritonéale. Parce que ça peut tout être fait l'ovaire, la trompe parfois, le côlon, l'estomac, le péritoine, enfin, il y a l'appendice, il y a plein de localisations primaires qui peuvent être responsables de cette carcinose. Donc sur la cotation, en fait, il faut qu'on sache quel est le primitif responsable de la carcinose. Oui, vous avez une question? Ma question, excusez-moi, c'est à Rennes. Ma question était si la fiche passe en RCP et qu'ils n'ont pas encore découvert le primitif, on peut la coter, parce que du coup, on a un siège qui propose métastase, c'est comment ça? Tumeur seconde. Non, je ne sais plus. Siège primitif de cause inconnue. Non, cause inconnue, non, mais il y a un truc sur la carcinose péritonéale. Oui, vous l'avez mis dans la question normalement, alors je vais reprendre, c'était le C78.6, tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine. C'est ça que je pense. Voilà. Ouais, vous pouvez mettre celui-là, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on aura l'histologie, il faudra le modifier. Voilà, c'est ça. Mais du coup, la première fois où il passe, on peut mettre quand même cette référence-là et corriger la deuxième fois où il repasse quand on a le Par contre, c'est important en effet de bien vérifier à la deuxième fois que vous avez bien l'histologie pour le modifier et que c'est modifié. Il faut qu'on sache. Alors, en fait, la question, c'est la confirmation que la carcinose péritonéale a été secondaire. Oui, voilà. En fait, c'est vraiment une description anatomique. En fait, si vous voulez, c'est pas un primitif en soi. C'est pas une origine de cancer. En cancer rare, on a des péritoines primitifs. Oui, par contre, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un cancer du péritoine.
D'accord. Et du coup, il le nomme adénocarcinome du péritoine, il le nomme plus carcinose péritonéale dans l'anapathe. Alors, dans l'anapathe, dans ce cas-là, ils doivent préciser que c'est un primitif du péritoine. D'accord, d'accord. Mais normalement, les anapathes utilisent peu carcinose péritonéale. C'est quelque chose qu'on utilise nous, enfin que les radiologues utilisent pour décrire les scanners ou qu'on utilise nous pour décrire ce qu'on a vu pendant l'opération. D'accord. Merci. De rien. Ensuite, vous me demandiez, vous posez des questions sur la stadification FIGO pour l'ovaire. Alors, la stadification FIGO, elle est différente de la stadification TNM. Parce qu'on aime bien les choses un peu compliquées. Donc, c'est-à-dire que vous avez une TNM aussi, comme on a vu pour le sein tout à l'heure pour l'ovaire. Mais vous avez à côté de ça une autre classification qui a été mise au point, qui est la classification FIGO pour l'ovaire. Vous avez aussi d'ailleurs pour d'autres cancers. Donc, FIGO, c'est la Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens. Et donc, ça permet d'avoir une classification des tumeurs gynécologiques. Et elle va intégrer les 3 critères, c'est-à-dire le critère de la tumeur, le critère des ganglions et le critère M de métastase d'atteinte à distance. Et ça va nous donner une autre classification. Donc là, par contre, c'est dans ce cas-là, souvent qu'on parle de stade de la maladie. Et bien souvent, les patientes ont font des amalgames entre stade et grade, et notamment par rapport au sein dont on parlait tout à l'heure, le grade SBR, c'est pas la même chose que le stade. Donc là, FIGO, c'est comme la TNM, c'est vraiment pour le stade de la tumeur. Et donc, pour l'ovaire, vous avez en fait des stades 1 à 4 qui vont ensuite être divisés en 4 stades et puis encore sous-divisés. Donc, le premier stade, le stade 1, en fait, c'est un cancer qui va être limité aux ovaires. Un A, un seul ovaire, une seule trompe. Un B, ça peut être les 2 ovaires ou les 2 trompes. Parce que là, en fait, ovaire, on classe trompe aussi avec un pour la FIGO de l'ovaire. Et un C, dans ce cas-là, on est à 1 ou 2 ovaires, 1 ou 2 trompes. Mais par contre, il peut y avoir un peu de cellules qui sont sorties de l'ovaire, donc il y a une rupture de la surface de l'ovaire. Il y a des cellules qui peuvent être libérées dans le ventre. Et à ce moment-là, ça peut être fait soit pendant l'opération, soit avant l'intervention. Et on peut le retrouver dans l'analyse, dans la cytologie péritonéale qu'on réalise en même temps. Le stade 2, là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé parce qu'on va avoir une atteinte au niveau du pelvis, donc au niveau des autres organes qui sont à côté. Utérus, trompe ou les autres ovaires, plutôt utérus, trompe. Et ensuite, quand on va passer sur un stade 3, à ce moment-là, on va avoir une atteinte soit des ganglions, soit une atteinte qui va se diffuser dans l'ensemble du ventre. Le stade 4, le plus souvent, donc, c'est quand on a en fait une atteinte à distance, donc métastase parenchymateuse ou extra-abdominale. Donc parenchymateuse, c'est plutôt hépatique, par exemple, ou si vous avez une atteinte après au niveau métastatique, médiastinal, ou pleural. Ça, c'est la classification FIGO. Donc, moi, c'est les questions que j'avais retenues. Après, Hélène, tu m'as parlé des récidives. Moi, je n'avais pas traité la question par rapport aux récidives du sein. Est-ce que vous aviez une question aussi par rapport à ça? C'était quand une patiente a eu un cancer du sein droit en 2000, par exemple, et qui est en rémission et qu'on lui découvre de nouveau un cancer sur le même sein en 2021. Donc, comment doit-on renseigner le module tumeur dans le DCC? Oui, je suis désolée, je l'ai surligné et je pensais ne pas l'avoir surligné. Donc, on est d'accord, toutes mes excuses. Je te laisse donner ton opinion, Aurélie, puis après, je pourrai la donner aussi. Après, je pense qu'en effet, ça dépend de la biologie de la tumeur, parce que ça dépend si on est sur une récidive ou si on est sur un nouveau cancer, parce qu'en fait, on peut avoir des tumeurs qui sont différentes. Enfin, je pense qu'on fait la distinction en fonction de ça. Si on est sur la même chose, on parle de récidive. Après, il y a des petites modifications qui peuvent avoir lieu sur le KI qui est un peu différent, les récepteurs hormonaux qui sont un peu différents. Mais c'est vrai que si on est sous un luminal A qui était il y a 20 ans et toujours un luminal A 20 ans plus tard, pour moi, on est sur la même chose, le même type de récidive. Par contre, si vous avez une biologie qui est complètement différente, là, ça veut dire qu'on est sur 2 tumeurs différentes. Voilà, moi je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord avec toi. Attends, je mets mon tour. Oui, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Il y a 2 choses. Il y a le délai depuis la première tumeur qui va aussi, je pense, impacter. Et puis la biologie. Hein. Clairement, si on est sur un deuxième cancer qui est RH+, HER2-, pareil que le premier, on va plus dire récidive. Si c'est une biologie totalement différente, on va dire deuxième cancer. Hein. On sait qu'une femme qui a fait un cancer du sein une première fois a plus le risque d'en faire un deuxième, que ce soit dans le même sein ou dans l'autre sein. Donc après, c'est question d'appréciation. Moi, j'apprécie ça effectivement en fonction du délai, en sachant que plus on est loin de la première tumeur, plus on aura tendance à parler, à mon sens, Aurélie, tu me contredis, de deuxième cancer.
Et si on est proche, avec une biologie identique, ça sera une récidive locale. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je crois que c'est au cas par cas et qu'il faut qu'au moment de la RCP, on vous précise comment nous, on le considère. Ça sera compliqué pour vous de vous donner des cases toutes faites. Voilà. Ouais. Mais alors, la question, c'est est-ce que c'est choquant sur une fiche RCP qu'on ait 2 cancers sur le même sein? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que, vous voyez, je vous dis, une femme qui a fait un cancer du sein, on lui demande de faire une mammo par an et pas tous les 2 ans, parce qu'on sait qu'elle a plus de risques d'en faire un autre, que ce soit dans le même sein ou que ce soit dans l'autre sein. Donc, une femme peut parfaitement faire 2 cancers totalement différents dans le même sein. Un sein qui a été conservé, le sein qui reste, il peut y avoir un 2e cancer. Est-ce que moi j'ai une question sur les ovaires? Là, j'avais une fiche tout à l'heure, sur la biopsie, c'était un adénocarcinome séreux. Alors je crois que c'est de l'ovaire ou de l'ovaire. Et après la chimio, en fait, elle a une chirurgie d'intervalle et c'est du carcinosarcome. Est-ce que du coup c'est une… Alors ça, c'est des choses qu'on peut voir parfois. On peut avoir une association de 2 histologies différentes sur les ovaires aussi. Enfin, c'est un peu comme dans le sein tout à l'heure, on peut avoir 2 histologies différentes et certains types agressifs sont trouvés plus souvent ensemble. Donc, carcinosarcome, il peut souvent être associé à un séreux de haut grade. Donc, dans ce cas-là, pour moi, on fait qu'une seule fiche. On va dire que c'est quelque chose qui n'avait pas été vu sur les premières biopsies. Quand on fait la célioscopie, au départ, on va faire des prélèvements localisés à certains endroits, mais on ne va pas prélever l'ensemble de la tumeur. Quand on fait la chirurgie complète, de ce qu'on appelle une chirurgie de cytoréduction, donc le but du jeu, c'est d'enlever toutes les tumeurs qui sont à l'intérieur du ventre de la patiente. À ce moment-là, on aura l'analyse de toutes les localisations qui ont été enlevées de toute la tumeur. Et donc, on peut découvrir, en effet, ça peut arriver, qu'on puisse découvrir qu'il y a en fait une autre histologie associée. Et ça ne change pas les choses. En fait, il faut juste préciser, par contre, c'est important que ça apparaisse bien, même si au niveau traitement, on est un peu sur les mêmes choses, mais on sait que c'est deux maladies, malheureusement, qui sont agressives et de mauvais pronostics. Alors du coup, je vais rebondir. Est-ce qu'il faut faire 2 blocs tumeurs, une pour la célio et une pour la chirurgie d'intervalle, ou est-ce qu'il faut modifier l'histo de la biopsie, enfin du premier de la célio, et puis mettre adénosarcome, ou qu'est-ce qui est le plus… Ouais, à mon sens, enfin, après, c'est mon avis de chirurgien, mais pour moi, l'histologie qui doit prévaloir, c'est l'histologie post-chirurgie. Ce n'est pas forcément celle de la biopsie, parce que celle de la biopsie, elle n'est pas aussi révélatrice que celle de la chirurgie complète. Donc, pour moi, l'histologie qu'on doit retenir, c'est l'histologie de la chirurgie. Mais là, clairement, ce que vous me décrivez, on doit en avoir 2, en fait. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est l'histologie de la chirurgie. Et quand vous avez carcinosarcome, c'est déjà de toute façon à la base 2 contingents de tumeurs qui coexistent dans la même tumeur, puisqu'il y a un contingent sarcomatoïde et un contingent adénocarcinome classique. Donc déjà, le carcinome sarcome, c'est 2 contingents de tumeurs, mais qu'on considère comme une tumeur unique. Et je répète, qu'on déclare à l'Observatoire des tumeurs rares. Voilà. Donc, et je suis d'accord avec Aurélie, c'est l'histologie de la chirurgie qui est importante. Encore faut-il que dans la chirurgie, on trouve un reliquat tumoral. C'est ça, parce que des fois, il n'y a plus rien non plus. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de conserver l'histologie initiale. On peut prendre encore juste 1 ou 2 questions. Je suis désolée, parce qu'on est obligé de couper à 14h parce qu'après, la visio est utilisée pour une autre réunion. On avait prévu notamment une fiche RCP à projeter avec quelques questions associées. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que je vous fasse un mail après, docteur Simon, docteur Derrien, et peut-être que vous pourriez répondre à l'écrit, si vraiment il y a des questions qui n'ont pas pu être posées aujourd'hui. On a le temps pour 2 questions encore, avant de conclure, si quelqu'un… prendre la parole. Je voulais juste savoir, on parle souvent péritoine, rétropéritoine, enfin bref, c'est quoi exactement l'étendue du péritoine? Je suis désolée, mais j'arrive pas à visualiser. Alors, le péritoine, il doit faire plusieurs mètres carrés. Pardon. Non, pour vous expliquer. Alors en fait, le péritoine, c'est quoi? C'est le tissu qui va venir recouvrir le ventre à l'intérieur, donc la paroi du ventre à l'intérieur.
si vous voulez. Donc déjà, c'est assez étendu sur toute la paroi. Mais en plus, on a aussi du péritoine qui vient recouvrir tous les organes à l'intérieur du ventre. Donc sur le type digestif, on en a, on en a aussi qui passe sur l'utérus, on en a le foie, on n'en a pas. En fait, c'est des replis. Donc c'est vraiment une enveloppe, ce qui fait que c'est très étendu. Quand on parle de rétropéritonéal, donc ce ne sont pas les organes qui sont vraiment à proprement parler contenus dans la cavité abdominale, mais ceux qui sont postérieurs. Donc c'est plutôt en fait souvent tout ce qui est rein. C'est à côté des vaisseaux et des reins. Ok. Pour nous, c'est deux, si vous voulez, c'est deux endroits différents, quoi. Le péritoine délimite vraiment l'intérieur du ventre avec tous les intestins qui passent à l'intérieur, les ovaires et les trompes. L'utérus, lui, est sous le péritoine. Et, voilà, donc c'est quelque chose d'assez étendu. Ah, l'utérus est sous le péritoine alors que les ovaires sont dans le péritoine. C'est tout le problème du cancer de l'ovaire, en fait. C'est pour ça que ça dissémine très vite dans l'ensemble du ventre. Merci. Désolée, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci encore beaucoup aux oratrices. Et donc, du coup, je termine l'enregistrement. J'enverrai à tout le monde. Et puis, si ça vous va, comme ce que je viens de dire, je vous transmettrai les questions qui n'ont pas pu être posées là aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, on essaiera de décaler. C'est vrai que là, on a 2 réunions qui se collent, donc c'est un peu… voilà. Non, mais pas de problème pour répondre à toutes les questions. Ça marche. Merci beaucoup à vous et à vous tous. Et puis, bon après-midi tout le monde. Merci. Au revoir.